Bonjour tout le monde. Maintenant, on va faire l'examen de automne 2010. Alors, la question 1, c'est sur le cours 7, les options. Alors, on a les informations suivantes à la compagnie ABC. Je fais plus ça, j'aime mieux nommer la compagnie maintenant. L'action, le spot price est de 25 $. Le strike, alors le prix d'exécution est de 30 $. Le rendement des obligations à court terme, c'est du 6 %. L'échéance de l'option, c'est une demi-année. Et le prix du put, avec les mêmes caractéristiques, bien sûr, 7 et 24. Selon la parité put-call, déterminer le prix d'une option d'achat de la compagnie ABC. Alors, un put protectif est équivalent à un call fiduciaire. Acheter un put et une action est équivalent à acheter un call plus une obligation. Et la valeur de l'obligation, on va assumer qu'elle a une valeur nominale de K, qui est le strike, mais sachez que les obligations ont une valeur nominale de 1000 $. Donc, ici, le strike était de 30 $. Donc, si je fais 1000 fois la stratégie, j'aurais 1000 puts, 1000 actions, 1000 calls et 1000 obligations à 30 $, ce serait 30 000 $ de valeur nominale. C'est l'équivalent de 30 obligations à 1000 $. Alors, dans les années récentes, j'aime bien dire que toutes les obligations ont une valeur nominale de 1000 $. C'est un ajustement que je vous demande depuis assez récemment. Donc, un put plus une action est égal à un call plus la valeur actuelle d'une obligation sans coupon avec le même terme et le même strike. Et donc, on calcule que le prix d'un call est de 3,10. S'il y a un call qui existe sur le marché, sachant qu'on peut nous-mêmes créer synthétiquement une option, un call, pour 3,10 $, le prix sans arbitrage sur le marché devrait être de 3,10 $. S'il est différent, il y a une stratégie d'arbitrage à être faite. Donc ici, on dit que le prix du put du marché est de 7,24 et le prix du marché, le prix du put est le prix du marché du put est de 5 $ sur cette option. OK, écoute, je vais rayer cette question-là parce qu'elle est un peu ambiguë. Ça devrait être le call. Je vais revoir la question. Je vais la rayer pour le moment. Il a d'abord une ambiguïté dedans. Alors, de toute façon, votre question des calls, ça va être le même principe, mais la question aurait dû demander, supposons que le prix du call était, sinon ça crée confusion pour aucune raison. Question numéro 2. Le taux de change entre le dollar US et le dollar canadien s'établit à 0,988 cents US par dollar canadien. Donc, un dollar canadien vaut 0,9887 US. Il existe un contrat à terme forward d'1 an à ce taux. Vous anticipez une appréciation du dollar canadien à la suite de la reprise économique mondiale. Alors, ça, c'est en 2010. On sortait d'une récession. Quelle stratégie allez-vous adopter sur le marché pour vous permettre pour vous permettre de réaliser un profit? Alors, si aujourd'hui, le taux de change est à 1 dollar canadien est à 0,988, ben, on pense que le dollar canadien va apprécier. Alors, on voudrait être capable d'acheter le dollar canadien dans un an au prix d'aujourd'hui parce que le dollar canadien va valoir plus dans le futur. Alors, si on ne dit rien sur les taux d'intérêt, donc c'est de la pure spéculation. En passant, être long sur le dollar canadien ou vouloir acheter le dollar canadien dans un an, c'est équivalent à vouloir vendre le dollar US dans un an. Alors, long canadien, c'est short américain. Alors, donc, on va tout simplement être long un forward à 0,9887 alors qu'il devrait valoir plus cher sur le marché. Et supposons que dans un an, le dollar canadien vaut 1,10 US. Donc ici, le dollar canadien vaut moins que le dollar US. Supposons que dans un an, le dollar canadien vaut 1,10. On serait capable d'acheter des dollars canadiens pour 0,9887. Mais c'est de la pure spéculation. Si au terme du contrat, le taux de change s'établit à 1,5, déterminer le profit ou la perte réalisée sur cette stratégie sur le montant notionnel de 2 millions de dollars US. OK, alors ici, on a mis la cote directe du dollar et ici, on a mis la cote directe du dollar US. Donc, c'est la cote indirecte du dollar canadien. Alors, j'ai flippé ça. Alors, il faut... alors, 1,5, 1 dollar US vaut 1,5 canadien, donc 1 dollar canadien vaut 1 sur 1,5 US. Donc, on doit acheter des dollars canadiens à 0,9887. Alors, c'est équivalent à vendre 1 sur 0,9887 1 dollar US à 1 divisé par 0,9887.
Par contre, mais le dollar canadien vaut 1 divisé par 1,05, donc vaut juste 95,23 cents. Donc, le dollar canadien a déprécié. Alors, on va faire une perte. On va devoir acheter à 0,987 malgré qu'il vaut juste 95,23 cents. Alors, pour chaque pour chaque dollar canadien, on va faire une perte de 3,64 cents US. Et c'est équivalent en dollars canadiens. Alors, on doit acheter à 1,5. On doit acheter à. C'est ça, on doit acheter à 1,5. Et quand on pensait que c'était pour être 1,0114. Donc, on perd 3,86 cents canadiens par dollar US sur la transaction. Si on a 2 millions US, alors c'est 2 millions fois 3,86 cents. Alors, on va perdre 77 200 $ sur la transaction. Question numéro 3. Une action paye un dividende de 1 $ à chaque 6 mois. Le prochain dividende est dans 3 mois. Le taux sans risque est de 2 %. Le prix de l'action actuelle est de 20 $ et il y a un contrat à terme sur cette action au prix de 19 $. Quelle stratégie allez-vous adopter afin de réaliser un profit? Donc, aujourd'hui, on a une action qui vaut 20 $. Dans un an, à du 2 %, il devrait valoir, c'est une option de un an. Alors, dans un an, il devrait valoir 20 $, ben 20 $ et 40 sous. Par contre, il y a des dividendes et on va devoir soustraire la valeur future des dividendes. Il y a un dividende à chaque 6 mois. Le prochain est dans 3 mois. Donc, le premier dividende, on va le soustraire du 20 et 40 à la toute fin. On va soustraire 1 $, mais on doit escompter, on doit l'actualiser à du 2 % pendant 9 mois. Et le deuxième dividende qui sera versé dans 9 mois, on doit l'actualiser à la toute fin en soustrayant 1 $ accumulé à du 2 % pendant du mois 9 jusqu'au mois 12. Alors, on va soustraire ça. Donc, 20 $ placé à du 2 % pendant un an. On va soustraire le dividende qui est versé dans 3 mois, puis on doit l'actualiser avec 9 mois d'intérêt, donc 9 douzièmes. On va soustraire le deuxième dividende dans 9 mois et les trois, on va l'amener jusqu'au temps t est égal à 1 en l'actualisant pendant 3 mois, donc un quart d'année. Et donc, dans un an, le prix de l'action devrait être à 18,38 $. S'il y a un forward qui existe sur le marché, il devrait être à 18,38 $. On voit qu'il y a un forward à 19 $. Donc, on pourrait soit acheter ou vendre quelque chose qui vaut 18,38 pour 19 $. On voudrait être vendeur. Donc, on va être short forward l'action à 19 $. Au temps t est égal à 0, on s'engage à vendre à 19. Et si on la vend à 19 $ dans un an, on va l'acheter aujourd'hui en empruntant à du 2 %. Alors, on emprunte 20 $ à 2 % aujourd'hui et je vais placer mon argent. Et à la toute fin, alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que j'ai l'action aujourd'hui, je vais recevoir 2 dividendes et à la toute fin, l'action devrait valoir 18,38 $. Je vais la vendre pour 19 $. Alors, pour acheter l'action au temps t est égal à 0, je vais emprunter 20 $ à du 2 %. Alors, dans un an, je vais recevoir 2 dividendes pour 1 $ et on vend l'action pour 19 au lieu de 18,38 selon notre contrat. Alors, notre profit d'arbitrage va être de 62 cents. Alors, c'est quoi nos cash flows? Alors, on va recevoir un dividende dans 3 mois. On va recevoir un dividende dans 9 mois. On les actualise. À la toute fin, on vend l'action pour 19 $ et on repaye notre prêt de 20 $ avec du 2 % d'intérêt. Et donc, on a 62 cents de gain d'arbitrage. Alors, je vais répéter quelque chose qui est important. On a un premier dividende qui va être reçu dans 3 mois. Donc, on doit l'actualiser avec 9 mois pour amener ça à la fin de l'année. Alors, 9 mois, c'est 3 quarts d'année, alors 0,75 d'année. Et le deuxième dividende, on le reçoit dans 9 mois. On doit l'actualiser pour les 3 mois qui restent pour l'amener à la fin de l'année. Donc, on l'actualise avec un quart de mois. Peut-être même. Parfait. Quel devrait être le bon prix de levée de ce contrat? Alors, 18,38, c'est le prix sans arbitrage. C'est un contrat qui diffère de ce prix-là. Il y a une stratégie d'arbitrage à être faite.
Alors, à quel prix actuel est-ce qu'on serait indifférent? Alors, aujourd'hui, le prix de l'action est de 20 mais à quel prix est-ce qu'on serait indifférent? Alors, ben, ce serait le même calcul qu'on a fait au tout début, mais au lieu d'utiliser 20 actualisé à du 2 moins les deux dividendes, et à la toute fin, on assume que le prix sans arbitrage y est bon. On fait juste isoler la valeur de notre action. Donc, si aujourd'hui, l'action est à 20,61, dans un an, il devrait valoir 19 Pourquoi? 20,61 va être placé à du 2 On va soustraire la valeur future des deux dividendes. Là, encore une fois, je vais mettre. Alors, on va soustraire la valeur future des deux dividendes. Et ça devrait valoir. Alors, si aujourd'hui, le prix de l'action est de 20,61, le prix du futures du forward de 19 c'est sa juste valeur. Question 4. Un fermier désire vendre sa récolte de 1100 barils d'avoine dans 6 mois. Le prix actuel est de 50 le baril. Les fluctuations des prix du marché le rendent nerveux et donc il s'intéresse au marché des contrats standards. Alors, des contrats à terme standard, c'est les futures. Quel contrat prendra le fermier afin d'éliminer son risque du marché? Pourquoi? Alors, lui, il veut éliminer le risque, on appelle ça du hedging. Alors, il veut mitiger le risque des fluctuations du prix de l'avoine. Alors, si le prix de l'avoine chute à 10 lui, il pourrait faire faillite. Donc, il veut s'assurer d'un prix de vente de 50 Il va être short, il s'engage à vendre l'avoine. Il va être short 100 futures à 50 avec une échéance de 6 mois. Et donc, pendant les 6 prochains mois, ils peuvent avoir des fluctuations. Le prix peut monter, le prix peut baisser. Si le prix baisse, à échéance, il va vendre son avoine pour le prix plus bas et le futures va lui payer la différence. Si à échéance, le prix de l'avoine est en haut de 50 il va vendre sur le marché pour le prix du marché. Il va donner la différence à celui qui était long le futures. Alors, après 3 mois, le prix de l'avoine est de 55 le baril. Quelle sera la meilleure méthode au fermier de fermer sa position s'il le désire? Alors, en future, c'est très liquide. Il pourrait tout simplement prendre un contrat à une position inverse, alors être long 100 barils d'avoine à 55 mais le 5 de plus-value, la perte serait garantie. Alors, sans le contrat, il aurait pu vendre aujourd'hui à 55, mais il y avait un contrat qui l'obligeait à vendre à 50. Donc, s'il est long à 55, il est short, il s'engage à acheter à 55, il s'engage à shorter à 50, le 3 devient garanti. Et la position, le long position qu'il prendrait, ben, ce serait d'une durée de 3 mois. Mais généralement, vu que le marché des futures est tellement liquide, tu peux acheter et vendre le même contrat. Alors, tu peux tout simplement fermer ta position. Pour un forward, probablement que tu vas devoir trouver une deuxième contrepartie pour être long sur le forward. Donc, le 5 est garanti. Par contre, et aussi une autre chose, c'est que son contrat initial, c'est pour enlever le risque des fluctuations du prix du marché. Donc, maintenant, si le prix de l'avoine chute à 10 bien, lui, il va être obligé de vendre à 10 Alors, il est assujetti à tout le risque du marché maintenant. Si au lieu de fermer sa position en B, il garde le contrat jusqu'à la maturité et livre la marchandise, quels seront les profits et les pertes sur le contrat si le prix de l'avoine est de 48 Donc, lui, il va vendre son avoine sur le marché pour 48 mais celui qui était long s'est engagé à acheter à 50 Lui, il va payer 48 pour son avoine sur le marché. Il va payer 2 au contrat. Et de l'autre côté, le fermier qui était short, lui, il va recevoir 2 sur le contrat. Donc, il vend à 48, il reçoit 2 Net, il fait un gain de 2 par contrat, alors 200 de gain sur les 100 contrats. Et la vente nette, 50 il va vendre son avoine pour 50 le baril. Alors, quelles sont les différences entre les forward et les futures? Le plus important, c'est que le marché des futures est très liquide. Alors, lui, c'est le plus important. Une autre chose, c'est qu'un future, c'est un produit très standard. Le pétrole, l'or, le bois de main-d'œuvre, c'est des produits qui sont très standards. J'ai mentionné le jus d'orange. Alors, le jus d'orange, c'est sur le marché des futures. Un produit qui est spécial, comme votre bail, un contrat d'un joueur de hockey, un cheval de course spécialisé, le bœuf Wagyu. C'est des produits qui sont relativement spécialisés. Ils ne sont pas uniformes et universels. Donc, c'est juste acheter les feuilles de coca
c'est un bon exemple du marché des forwards. Alors, les feuilles de coca, c'est juste le Pérou et la Bolivie. Le chocolat, je pense que c'est juste l'Afrique, le cacao. C'est juste l'Afrique en Afrique qu'il y a du cacao. Alors c'est des produits qui sont très spécialisés. Donc, ça, ce serait plus le marché des forwards. Alors, vu que le marché des futures est très liquide, c'est parce qu'il est sur une bourse. Tandis que les forwards, il faut trouver la contrepartie. Et généralement, ça veut dire des courtiers qui veut dire des coûts de transaction plus élevés. Pour rentrer et sortir dans un future, c'est instantanément en pesant un bouton. Écoute, tu as peut-être un petit coût de transaction, mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que tu ne payes pas un avocat des milliers de dollars pour négocier le contrat. Euh, Vu que c'est transagé sur une bourse, il y a une régulation très stricte. Aux États-Unis, c'est le SEC qui s'en occupe. Au Canada, c'est l'Office du superintendant des instituts financiers. Alors, mais ton bail, bien que ton bail il est protégé par l'Office de la protection du consommateur ou la Régie du logement, généralement, tu n'as pas une régulation très stricte sur un contrat. Alors, c'est généralement négocié entre les contreparties. Alors, c'est très liquide, illiquide. Et généralement, le marché des futures n'est pas livré, et le marché des forwards peut être livré. J'ai dit qu'il y avait des exceptions à cette règle-là. Alors, normalement, quand tu as un contrat, tu livres la marchandise, alors ton bail ou un joueur de hockey, je veux dire, tu livres la marchandise. Par contre, sur le marché du pétrole, il y a deux types de futures. Tu as le Brent, où est-ce qu'il n'y a aucune livraison, et tu as le West Texas Intermediate, où est-ce qu'il y a une livraison. Encore une fois, tu n'es pas obligé de le livrer. Une minute avant la fermeture du futures, avant l'échéance du futures, tu prends une position inverse et tu as fermé ton futures. Alors, celui qui a le futures, à la toute fin, c'est parce qu'il voulait acheter ou vendre physiquement le pétrole. Mais généralement, il n'y a aucune livraison sur un futures. Plus de chance avec un forward. Et finalement, la question numéro 5, on vous donne des données partielles pour une compagnie. Alors, je vous dis, le bénéfice net est de 100 $, les ventes, c'est 2000, les actifs, c'est 3000, la dette, c'est 2000. Donc, si les actifs et 3000 et la dette, c'est 2000, les fonds propres valent 1000. Le dividende est de 50 $. Je vous donne le rendement des fonds propres. Alors, les fonds propres, on ne les a pas, mais on peut les calculer. C'est 1000 $. Et le rendement des fonds propres, c'est tout simplement le bénéfice net divisé par la valeur des fonds propres. Alors, ça, c'est le rendement des fonds propres. Oui, alors il y a de l'air d'avoir une petite coquille ici, je pense. Le taux de rétention est de 80 G, on ne vous le donne pas, mais on vous donne le taux de croissance interne. Alors, le rendement des fonds propres. Pourquoi ici, ça devrait être 10 $, non? 10 Je vais mettre ça. Je pense que ça, c'est mieux. Bénéfice net divisé par fonds propres. Ouais, ça devrait être du 10 OK, alors, pour calculer le taux de croissance soutenable et le taux de croissance interne, le taux de croissance interne, il est donné. Peut-être l'enlever. Alors, pour calculer le taux de croissance, les deux taux de croissance, c'est le taux de rétention fois soit le rendement des fonds propres ou le rendement des actifs. Le rendement des fonds propres, c'est le bénéfice net divisé par les fonds propres et le rendement des actifs, c'est le bénéfice net divisé par les actifs. Donc, si on vous dit qu'on paye 100 $, on a 100 $ de profit et on verse 50 $ en dividendes, ça veut dire qu'on verse 50 % des bénéfices sous forme de dividendes. On retient 50 %. Alors, je peux tout simplement enlever ça. Il ne devrait même pas être là. Et le taux de rétention ne devrait pas être là non plus. C'est un vieil examen. Je suis désolé. OK. Donc, quel est le rendement des fonds propres? Alors, le rendement des fonds propres, c'est tout simplement. Alors, il faudrait calculer les fonds propres. D plus. Alors, les actifs, c'est égal à la valeur de la dette plus les fonds propres. Donc, ça veut dire que 3 000 $ d'actifs, c'est égal à 2 000 $ de dette plus les fonds propres. Et ça veut dire que les fonds propres valent 1 000 $. Donc, quel est le rendement des fonds propres? On a 100 $ de profit sur 1 000 $ de fonds propres, donc c'est du 10 %. Quel est le rendement des actifs? On a 100 $ de profit sur 3 000 $ d'actifs.
quel est le taux de croissance soutenable? Alors, c'est le taux de rétention qu'on a calculé fois le rendement des fonds propres, donc 50% de 10%. Et le taux de croissance interne de la compagnie, ben, c'est égal à 50% fois le rendement des actifs, qui est de 3,33 et donc 1,67%. Et ça, on n'a même pas besoin de ça. Alors, c'était le rendement de l'industrie. Non, j'ai tout simplement enlevé la question. OK, alors les ratios que j'avais enlevés, c'était pour l'industrie et non la compagnie. Alors, c'est moi qui se trompais. Je me suis trompé de m'avoir trompé. Alors, le taux de croissance de l'industrie. Alors, l'industrie, le rendement des fonds propres moyen, c'est du 9% et elle retient 80%, elle verse 20% sous forme de dividendes. Et donc, le taux de croissance soutenable pour l'industrie, c'est 7,2%. C'est quoi la différence entre le taux de croissance soutenable et le taux de croissance interne? Le taux de croissance soutenable, c'est si tu maintiens la structure capitale de la compagnie. La structure capitale, c'est tout simplement le ratio dette à fonds propres ou le ratio d'endettement. Alors, 2 tiers de la compagnie, elle est financée par de la dette. Alors, si je réinvestis 1 $ de profit, alors si je réinvestis 50 des 100 $, ça veut dire pour chaque 1 $ de fonds propres, j'ai besoin de 2 $ de dette pour avoir les 3 $ d'actifs. Alors, si je réinvestis 50 $ de profit, je dois emprunter 100 $ de dette pour avoir 150 à investir dans les projets. Et c'est ça qui soutient la croissance de la compagnie. Le taux de croissance interne dit qu'on prend juste les bénéfices non répartis et c'est ça qu'on réinvestit. Ce qui voudrait dire, c'est que les fonds propres continuent de grimper, mais la dette reste constante. Alors, ton taux d'endettement va baisser. Tandis que le taux de croissance soutenable, si j'emprunte 1 $ de plus ici, j'emprunte 2 $ de plus ici. Alors, encore une fois, 1 tiers de la compagnie va être financé par de la dette et 2 tiers de la compagnie va être financé par... un tiers de la compagnie financé par des fonds propres, 2 tiers par de la dette. Donc, j'aurais des fonds propres qui vaudraient 1050 $ l'année prochaine et j'aurais 2100 $ de dette pour 3150 d'actifs totaux. Alors, quel est le ratio d'endettement de l'industrie? OK, alors le ratio d'endettement, ben, c'est tout simplement la dette totale ou les passifs totaux sur les actifs. Quel est le pourcentage de la compagnie qui est financé par des passifs? Donc, si on a pour l'industrie que le taux de croissance est de 3,6%, alors le taux de croissance interne de l'industrie était de 3,6%. Ben, ça, c'est égal au taux de rétention fois le rendement des actifs. Alors, le taux de rétention fois le rendement des actifs. Donc, on a le ratio, on a le taux de rétention. Ça veut dire que le rendement des actifs est de 4,5%, qui est égal au bénéfice net de l'industrie divisé par les actifs. Et on dit aussi que le rendement des fonds propres de l'industrie, c'est du 9%. Et le rendement des fonds propres, c'est le bénéfice net divisé par les fonds propres. Donc, si j'isole le bénéfice net dans chacune de ces deux équations, alors le bénéfice net, c'est égal à 4,5% des actifs. Le bénéfice net est égal à 9% des fonds propres. Alors, 4,5% des actifs est égal à 9% des fonds propres. Si je divise à gauche et à droite par 9% et je divise à gauche et à droite par A, ça me donne E divisé par A. Le pourcentage de la compagnie financée par des fonds propres est égal à 4,5% divisé par 9. Ça veut dire que 50% de l'industrie est financée par des fonds propres. Ça voudrait dire que 50% de l'industrie est financée par de la dette. Question, effectuer un calcul de Dupont pour la compagnie. Alors, le calcul de Dupont, c'est le bénéfice, c'est le ROE, le rendement des fonds propres. C'est le bénéfice net divisé par les fonds propres de la compagnie. Par contre, on multiplie au numérateur et au dénominateur les ventes, au numérateur et au dénominateur les actifs, et on arrange les termes. Donc, ça devient le bénéfice net divisé par les ventes. Alors, ça, c'était déjà calculé, c'était du 5%, fois les ventes divisées par les actifs. Alors, les ventes sont données 2000 divisé par les actifs 3000, alors 2 tiers,
Ouais, les actifs divisés par les fonds propres. Alors, on a 3 $ d'actifs pour 1 $ de fonds propres. On appelle ça l'effet de levier, qui est égal à 3. Alors, le rendement des fonds propres revient à du 10 %. Alors, c'est le même rendement des fonds propres.